Eh bien, rebonjour et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, l'ensemble humain, travaille inconsciemment à atteindre son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est construire finalement, pour schématiser, le paradis, une sorte de paradis terrestre. Cette terre, on a la conviction que c'est un paradis en puissance, que si les hommes se tenaient correctement, si les hommes évitaient la guerre, l'envie, voilà, si les hommes n'étaient plus des loups pour les hommes, on pourrait, s'il passait à un autre niveau de conscience, il pourrait très bien construire, finaliser de façon consciente ce paradis que nous construisons de façon inconsciente, c'est-à-dire dangereuse, lente, etc. Voilà. Et à mon sens, à un certain moment, nous allons commencer à construire cet état de perfection absolue de façon consciente. C'est qu'une question de temps. L'humanité a le temps devant elle. Cet état de perfection que je suspecte à notre finalité, je pense qu'il faudra encore quelques siècles, vraisemblablement, pour l'atteindre. Mais qu'est-ce que c'est quelques siècles par rapport à l'ensemble de notre évolution ? Nous arrivons vraiment à la fin de ce processus d'évolution. Entre le moment où nous nous sommes séparés génétiquement des autres primates et aujourd'hui, on est passé par un paquet d'étapes. Il a fallu domestiquer le feu, etc. Bon, bref, on ne va pas revenir sur l'ensemble des progrès que l'humanité a dû accomplir, les travaux d'Hercule qu'elle a dû réaliser, et de façon inconsciente pour arriver au bord de l'unification, puisque maintenant nous sommes très proches de cette unification. Nous avons construit les structures pour fonctionner de façon universelle et on sait que on sait que c'est que maintenant un fonctionnement universel est pratiquement une obligation avec les dangers que font courir les risques climatiques, les problèmes climatiques, et que nous devons, à l'échelle mondiale, travailler à rendre cette planète totalement écologique. Et donc, elle deviendra totalement écologique, totalement bienveillante envers les êtres humains et envers les autres espèces, etc. C'est qu'une question de temps. Voilà. Alors, dans ces réflexions, je m'appuie de temps en temps sur des ouvrages que je découvre au hasard de mes pérégrinations tout autour du coin, sur David Grenier, etc., dans des salles de vente, des choses comme ça. Et là, j'ai trouvé cet ouvrage, Les Maîtres du Zen, par Masumi Shibata. Voilà. Eh bien, je vais prendre appui sur cet ouvrage, en lire un peu des petits passages comme ça, en picorer des petites choses, et puis voilà, dire ce que ça me suggère, me laisser aller ma façon d'interpréter les choses. Alors, je commence par là, le bouddhisme japonais avant le zen. Et c'est là où c'est un peu en lien avec la vidéo précédente ou l'avant-dernière, je ne me souviens plus laquelle, où j'essaye de faire un parallèle entre les spiritualités
asiatique, avec une mère qui est l'hindouisme, et puis deux filles, une fille aînée qui serait le bouddhisme, et puis une fille cadette qui serait le zen, et de l'autre côté, une mère qui serait le judaïsme, avec une fille, une de ses filles, sa fille aînée, qui serait le christianisme, et sa fille cadette qui serait l'islam. Et curieusement, le bouddhisme s'est transformé en zen à peu près à la même époque, il me semble, hein, voilà, que la naissance de l'islam dans les années 700 de notre ère. C'est assez curieux qu'il y ait ces deux pendants là comme ça. Quand j'ai découvert ça, ça m'a interpellé. Voilà. Alors, je vais lire un tout petit peu cette chose-là. Le bouddhisme fut introduit au Japon au VIe siècle, depuis la Corée. Dès cette introduction du bouddhisme, Nara, qui était la capitale du Japon à cette époque, devint le centre de sectes bouddhiques scolastiques et les moines s'y adonnaient à la copie des sutras. Alors voilà, cette époque, mais je pense que c'est général à l'époque de l'hindouisme, donc quelques milliers d'années avant, à l'époque du judaïsme, quelques milliers d'années avant, à l'époque de Pythagore, etc. La spiritualité était au cœur de la pensée humaine. Et les expériences mystiques étaient à profusion. Un nombre inouï d'êtres humains ont expérimenté ce que préconisait l'hindouisme, c'est-à-dire le nirvana, ce que préconisait de l'autre côté la sagesse, l'atteinte de la sagesse, ou justement ces expériences extatiques qu'on peut retrouver dans les sectes pythagoriciennes et puis autour de ces pensées-là. Je pense que cette expérience était au cœur de la spiritualité pendant très longtemps. Et le bouddhisme en fait son acte central, évidemment. C'est atteindre, devenir Bouddha, devenir se libérer de toutes les contraintes, et dépasser la mort, dépasser tout ce que promet en fait l'extase, ce que le soufisme appelle l'extase, ce que le bouddhisme appelle l'éveil, le samadhi. Bon, voilà, le zen, à travers le zen, on parle d'éveil. Cet état-là, qui est un état de conscience absolument particulier, différent de l'état de conscience ordinaire, l'état de conscience qui nous permet de construire l'humanité et donc de la conduire vers son état de perfection, qui est justement l'extase facile. Ce que nous construisons sans le savoir, cet état de perfection, lorsque l'humanité aura réalisé cette planète, ce paradis terrestre, que l'homme ne soit plus du tout un loup pour l'homme, qu'on soit arrivé à un état de fraternité et d'amour absolu, c'est notre finalité. Nous allons vers ça, nous l'atteindrons. L'humanité ne peut pas ne pas atteindre cet état-là. C'est une sorte de mécanisme, pas plus que le dauphin ne pouvait évoluer jusqu'à cette perfection corporelle qui lui permet de fendre l'eau d'une manière absolument magnifique, pareil pour l'oiseau, etc. Chaque espèce cherche inconsciemment à atteindre un état de perfection dans son camouflage, dans quoi que ce soit. Sauf que pour l'espèce humaine, cet état de perfection que nous poursuivons de façon inconsciente, nous pouvons à un certain moment prendre conscience de cela et donc le réaliser de façon consciente. Et c'est ce qui
à mon sens, nous pend au nez. C'est-à-dire que dans peu de temps, nous allons passer sur le mode conscient, d'évolution consciente. Voilà, c'est pratiquement, c'est imparable de logique, quoi. On peut pas, on vient de prendre conscience de l'absurdité de notre façon, de nos conduites. On est en train de prendre conscience que c'est absurde de maltraiter la planète, que nous devons devenir absolument écologiques, etc. Toutes ces prises de conscience sont en train d'arriver. Et là, on voit qu'il y a une guerre qui se déclenche, mais finalement, l'ensemble du monde se rend bien compte que maintenant, les vieux modèles qui ont conduit à cette guerre, les manipulations qui sont de toutes parts, en réalité, les vieilles forces qui veulent chercher à conserver la domination, et puis ceux qui sont les prétendants à la domination. Bref, ces luttes basiques et archaïques que nous tenons de nos origines primates, hein, c'est le mécanisme dominant-dominé, voilà, dominant-prétendant, les prétendants qui cherchent, qui harcèlent le dominant pour prendre sa place jusqu'au moment où le dominant perd un peu de son énergie et le prétendant prend la place, etc. Et le cycle continue sur ce modèle-là. Un modèle qui est stérile en réalité et qui n'est pas digne de la hauteur de conscience que l'humanité a atteint. Et là, la conscience humaine est en train de réaliser cette chose-là. Donc on va le dépasser. Il faudra peut-être encore 50 ans, peut-être un siècle pour arriver, mais peu importe, l'humanité, elle a le temps. Et on le dépassera, c'est clair. Donc, voilà. Alors, pour revenir à ce bouddhisme, puis au IXe siècle, la secte Tendai, nom d'une montagne sainte pour cette secte, est située dans le Zhejiang, où cette école a pris naissance. Cette secte se base sur le lotus de la bonne loi et a un esprit très philosophique. Fixer son centre au mont Yei, tandis que la secte Shingon, en sanskrit mantra, formule égale formule. Cette secte se base sur le Mahavairocana Sutra et a un aspect tantrique. Fixer son centre au mont Koya. Saicho, 767-827, est le fondateur de la secte Tendai et Kukai, 774-835, celui de la secte Shingon. Voilà. Donc, pour revenir à cette idée-là, on se retrouve avec cette vision. Je vais faire une autre vidéo derrière. Bon, en fait, dans cet ouvrage, il rend un petit peu hommage à tous les grands maîtres du zen. Yosai, alors Dogen, Otokan, Kenzan, Otokan, ensuite, qui est-ce qu'il y a? Muso, Jakushitu, Ikkyu, Takuan, etc. Suzuki Shosan, Bunan, Bankei, Akuin. Alors déjà, Akuin, on arrive à quelle époque là? On arrive en 1685. Donc ensuite, Kozen en 1816. Suzuki Daishetsu, c'est déjà quasiment à notre époque, 1870, et il a dû mourir donc en 1966, à 96 ans. Suzuki Daishetsu. Isamatsu Shinichi. Voilà. Donc, on voit que il y a tous ces sages. Mais bon, ça c'est les plus importants. En
réalité, il faut imaginer qu'à l'époque au Japon, depuis que le bouddhisme est arrivé, depuis donc l'an 500 de notre ère, il a dû y avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de pratiquants, de personnes qui ont cherché à atteindre l'éveil, qui y sont parvenus, qui ont compris, qui ont atteint cet état-là et qui ont compris que dans cet état de conscience absolue, d'extase, il se passe quelque chose de particulier. Pour avoir fait cette expérience de façon accidentelle, au tout début de la mécanique universelle, j'ai compris, ça m'a permis de comprendre la logique de la mécanique, de ce que j'écrivais sur la mécanique universelle. Ça m'a permis de comprendre que nous allions vers cet état-là, parce qu'il dépasse, il règle le problème de la mort, ce problème qu'on cherche à dépasser avec la science, avec la médecine, avec l'homme modifié, là, actuellement. De tout temps, on a cherché à repousser cette échéance qui est la plus bouleversante pour l'être humain. Eh bien, l'extase dépasse cet état-là. Et par un autre moyen qui n'est pas un moyen technique. On ne vit pas plus vieux à travers l'extase, mais simplement, on dépasse la peur qu'engendre la mort. Et la mort n'existe que par la peur qu'elle engendre. Tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Donc, ça n'est que la peur qui est engendrée, qui est quelque chose de douloureux. Et en fait, quand puisque l'extase dépasse cet état-là, nous empêche de penser au principe de la mort. Parce que l'extase nous plonge dans un état de présent absolu, de présent d'immédiat total. Le cerveau ne peut plus se projeter, ne peut plus penser demain, penser ce qui peut arriver tout à l'heure. Donc il n'y a plus aucune crainte en fait, on n'anticipe plus. Ce qui fait qu'on a peur de faire quelque chose, on a peur de traverser, je ne sais pas moi, la forêt amazonienne, un parc romain en pleine nuit, ou je ne sais pas moi, peu importe, voilà les peurs qu'on peut avoir, elles sont là simplement parce qu'on anticipe. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Si je fais ça, si je vais là, si je traverse ce truc-là, qu'est-ce qu'il peut m'arriver ? Donc c'est la peur en définitive qui est à ce niveau-là. Et les plus téméraires ont moins peur que les plus imaginatifs en réalité. Voilà, dans la vie ordinaire de la conscience. Simplement, dans l'état donc d'extase, le cerveau ne se projette pas, il est dans le présent immédiat. Et en plus, il ne se projette pas non plus en arrière. Ce qu'il a vécu, ce qui est porteur de nos traumatismes, de nos mal de vivre, tout ce qu'on a vécu et qui nous charge en réalité. Hein. Voilà, mon manque de confiance, il vient de mon enfance, de la façon dont ma mère et mon père m'ont chargé de certaines choses, etc. Et bien dans l'état d'extase, ces références-là n'existent plus dans l'esprit. Ça disparaît, l'esprit est vide, ça vide l'esprit de toutes ces références du passé comme du futur. On est dans un état de contemplation absolue, on est que dans l'immédiat, dans l'instant présent. Et dans cet instant-là, le corps est dans un état de jubilation absolue. Il est dans un plaisir, mais inouï. Voilà. Et donc, il n'a plus tout ce qui peut l'empêcher d'avoir confiance en lui. Ça ne change pas, ça ne nous met pas dans un état de confiance narcissique, mais ça nous enlève la peur. C'est-à-dire que, voilà, quand j'étais dans cet état-là, j'avais l'intention de m'en aller sur la route et de partir et d'aller comme ça à la découverte de la vie, juste en prenant un sac à dos et m'en aller.
Et donc, parce que j'anticipais plus. Alors évidemment, ça peut être dangereux, entre guillemets, dans cet état si on est dans un monde dangereux. Mais si si on est parvenu à faire ce paradis terrestre dont je parle, c'est-à-dire un endroit où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où l'homme est totalement respectueux d'autrui, où il n'y a pas du tout où, voilà, il n'y a plus de danger, on a écarté tous les dangers possibles. À ce moment-là, il n'y a plus, voilà, il y a plus de raison d'avoir une quelconque inquiétude. Voilà. Et ce que je vais lire après, c'est, donc dans la prochaine étape, c'est le sermon sur le zen. Alors, est-ce que c'était ça, le sermon sur le zen? Non. Voilà, ben je lirai sur Kozen en 1816. Kozen naquit en 1816 dans la province Setsu. Depuis son enfance, il étudia le confucianisme. Voilà ce qui m'intéresse dans ce passage-là. Parce que on voit bien que là, les modèles sont en train de changer. Le monde est en train de se réorienter. Il est vraisemblable que la Chine est une part importante dans la diffusion des nouvelles valeurs. Les États-Unis ont donné des valeurs qui étaient importantes, mais des valeurs matérialistes qui ont permis de construire des gratte-ciels, des avions, des trucs, etc., etc. Pas que les États-Unis, mais disons l'Occident a été à diffuser des valeurs matérialistes qui ont servi à tisser des liens, à fabriquer des choses, à tisser ce lien, par exemple, Internet sur toute la planète, à faire des aéroports partout, etc., etc. Bon, tout ça, c'était un moment. Il a été important ce moment-là. Il a sa valeur, il a sa vocation, il a son importance. Mais maintenant, on sent bien que c'est un recul. On ne peut plus aller de l'avant. On ne peut plus continuer à faire confiance aux États-Unis, à Aramco, à British Petroleum, etc., à Total, etc., pour avancer dans un monde qui continuerait à pomper toute la matière de cette planète, etc. Donc on doit commencer à changer de modèle. On doit changer de modèle sur le système de domination. Dominant-dominé qui était imposé par l'Occident depuis longtemps, hein, depuis qu'on est allé se faire voir en Amérique, se faire découvrir par les Américains depuis 1400 et quelques, on est rentré dans un système de dominant-dominé, de domination violente, forte, d'oppression, etc. Et c'est un moment qui devait sans doute se vivre comme ça, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen, la conscience n'avait pas atteint une capacité d'être autre chose, mais on a imposé ce modèle-là sur l'ensemble de la planète. Après l'esclavage et la domination des autochtones du continent américain, on est parti sur l'ensemble de la planète, l'Occident, et avec la colonisation. Voilà, on est allé coloniser l'ensemble du monde et établir ce type de relation dominant-dominé et avec toute la violence que cela comporte. On est en train de sortir de ça. Et il est vraisemblable que la Chine, que l'Asie, que la Chine et sa valeur, justement le confucianisme, soit quelque chose qui devienne une sorte peut-être de modèle. Je ne connais pas assez le confucianisme. Mais si le confucianisme j'ai essayé de regarder sur Internet, de chercher sur un peu ce bouquin, s'il y avait une quête de l'éveil dans le confucianisme. Si c'était que une quête de sagesse, déjà c'est énorme, mais s'il y avait cette quête de l'éveil. En tout cas, si c'est la sagesse du confucianisme qui se répand, qui prend,
qui devient le modèle, qui commence à devenir un modèle et auquel les autres vont être obligés de se raccrocher. Hein, si ça devient un système dominant, quand là, le système dominant, c'était le système américain, je suis voilà, c'était le système du shérif, et il a donné ce modèle-là à l'ensemble du monde, en fait. Voilà, devenir riche, le winner, celui le rêve américain, quoi. Voilà, tout le monde sur la planète a essayé d'établir plus ou moins ce modèle-là. Et si on passe sur un modèle Confucius, c'est là où c'est important de savoir ce que c'est que cette valeur de Confucius. Qu'est-ce qui est donné à travers Confucius? Et ça sera ma prochaine réflexion, je pense, sur cette théorie. Voilà. Bon, je vous remercie. Je dois aller chez mon docteur. Merci, au revoir, à bientôt.